Ces animaux géants frappent nos imaginaires par leur force et leur démesure. Mais du fait de leurs besoins considérables, leur survie sur notre planète devient de jour en jour de plus en plus incertaine. Avant eux, seules certaines espèces de la préhistoire avaient atteint une taille démesurée. Pendant des millions d'années, ces géants ont dominé la planète avant de s'éteindre subitement. Que reste-t-il aujourd'hui de ces géants qui dominaient la Terre il y a des dizaines de millions d'années et qui ont succédé au règne des imposants dinosaures? Que sont devenus leurs descendants? Dans quel recoin de notre planète les plus grands géants de l'ère moderne ont-ils trouvé refuge? Quelle forme a pris leur gigantisme et comment concilient-ils leurs formidables besoins avec leur environnement? En Afrique, les herbivores géants comptent parmi les espèces les plus imposantes et aux proportions les plus inimaginables encore en vie. Avec des poids pouvant avoisiner les 6 tonnes, des coups mesurant jusqu'à 6 mètres, des capacités à s'alimenter de toutes les strates de la végétation, ces géants de notre époque influent sur leur environnement comme aucune autre espèce vivante, font preuve de trésors d'adaptation pour remplir leurs besoins colossaux et sont les derniers représentants de ce qu'a pu être la vie géante il y a quelques dizaines de millions d'années. L'éléphant est le plus grand mammifère terrestre vivant encore de nos jours. Des 2 représentants ayant survécu jusqu'à aujourd'hui, l'éléphant d'Afrique est bien plus gros que son homologue asiatique. Mais ce qui caractérise le plus ce véritable roi des herbivores est son phénoménal besoin en nourriture. En effet, pouvant peser entre 4 et 6 tonnes, un éléphant a besoin d'ingurgiter jusqu'à 300 kg de végétation quotidiennement. Un appétit phénoménal qui pousse ce géant à la peau parcheminée à emmagasiner tout ce qu'il trouve autour de lui. Un éléphant passe ainsi jusqu'à 12 heures par jour à enfourner branchages, tiges, feuilles et arbustes, comme une sorte de glouton des forêts subsahariennes. C'est un véritable bulldozer naturel. Au fil des millénaires, et pour combler ses formidables besoins alimentaires, le museau de cet herbivore s'est développé jusqu'à former l'un des outils les plus polyvalents de tout le règne animal, sa trompe. À la fois mains, bras, nez et véritable aspirateur pour s'abreuver, cet appendice unique au monde permet à l'éléphant d'accéder à un maximum de ressources présentes sur son environnement, tout en dépensant un minimum d'énergie. Polyvalent et glouton, l'éléphant met-il aujourd'hui en danger les autres herbivores, au premier rang desquels le rhinocéros? Mariki Landman est spécialiste des grands herbivores et travaille pour l'université Nelson Mandela à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Mariki rejoint Graham Kerley, docteur en zoologie, pour procéder à l'une des parties primordiales de leur travail au parc d'éléphants d'Ado. Il faut se déplacer un peu vers l'ouest, Mariki. La végétation de cette partie de l'Afrique du Sud est un assemblage unique de petits arbres feuillus, d'arbustes épineux, de buissons et d'herbes basses qui se régénèrent particulièrement rapidement et résistent aux conditions climatiques arides de la région. Ok, c'est bon. C'est droit, Graham? Maintenant, c'est parfait. D'accord. On va commencer ici. On sait que les éléphants consomment une grande diversité de plantes. Ils ont donc un impact majeur sur les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et lorsqu'ils sont confinés à un espace restreint ou sur un petit territoire, ils peuvent modifier la structure de la végétation.
Ces buissons de plantes grasses que vous voyez ici, une horde d'éléphants va en réduire la hauteur et la biomasse après son passage. Dans certains cas, cette réduction de biomasse peut atteindre les 55%. 27. Et un autre ici. Pour Mariki et Graham Kerley, le but de l'opération est ainsi de surveiller le niveau de prélèvement de végétation par les éléphants pour s'assurer que celle-ci reste à un taux suffisant pour se renouveler. Pour calculer la ressource alimentaire disponible, on sélectionne un tronçon de végétation et on l'étudie pour voir comment les éléphants l'ont brouté. Sur chaque lieu de mesure, on sélectionne un tronçon de 30 mètres de long, sur lequel on calcule la quantité de ressources alimentaires disponibles pour les autres herbivores. 23. Il y a des zones avec une ressource alimentaire importante, tout simplement parce que les éléphants n'ont pas été présents sur ce territoire depuis un bon moment, et donc ne l'ont brouté qu'à une très faible densité. Et il y a des endroits où nous pouvons observer des disponibilités alimentaires quasiment réduites à néant. Ado, l'un des plus anciens et plus importants parcs à éléphants d'Afrique du Sud, compte 1600 km² de zones protégées. Une étendue équivalente à celle du Luxembourg. Pour les méga-herbivores, les réserves naturelles sont les derniers sanctuaires où ils peuvent subsister en paix et ont littéralement permis à ces espèces de survivre au braconnage et au commerce d'ivoire. Sans ces espaces, aucun méga-herbivore vivant ne serait sans doute plus visible sur notre planète. Mais sous cette apparente réussite de conservation, la question de la gestion du nombre d'éléphants est désormais devenue une priorité, une préoccupation liée à l'histoire du parc. L'histoire d'Ado est vraiment passionnante, car au début, nous n'avions pas de réserve. En 1919, le gouvernement a essayé d'éradiquer totalement cette population. Un chasseur du nom de Pretorius a été embauché pour les tuer. Il a refusé de le faire en prétextant qu'il fallait protéger les éléphants. Il a persuadé le gouvernement de laisser quelques animaux en vie. On pense qu'il n'en restait plus que 16. Et le gouvernement a enfin alloué un petit territoire pour protéger ces éléphants à Ado. Ce à quoi ne s'attendaient pas les pouvoirs publics de l'époque, c'est que la population de cette espèce en voie d'extinction allait non seulement survivre, mais véritablement exploser dans le cadre de cette mise à l'abri. À la suite de cela, à partir de 1954, la population a augmenté à raison de 6% par an. Et maintenant, nous avons 600 éléphants à Ado qui sont répartis dans le parc en 3 groupes distincts. Le problème qui est apparu plus récemment est celui de l'impact de ces éléphants sur la végétation et la biodiversité. Au fil des années, le territoire des éléphants a été élargi. Des 2500 hectares du début, on est passé à plus de 3000 hectares. Certains éléphants ont été transportés vers 2 autres réserves. Cela fait partie des méthodes de conservation de ces animaux. Car la prolifération de l'éléphant à Ado pourrait aussi avoir un impact négatif sur un autre méga-herbivore du parc, devenu depuis quelques années beaucoup plus discret. C'est pas un rhino là-bas? C'est un rhinocéros noir. Il vient du point d'eau. Il a de la boue sur ses flancs. Il va aller vers ce buisson épais. Il semble suivre une piste là-bas. Ce n'est pas habituel de les voir à ce moment de la journée. Il est midi? Le rhinocéros est l'autre méga-herbivore qui subsiste encore aujourd'hui parmi la faune mondiale. Pouvant avoisiner les 3 tonnes, sa famille comporte en Afrique 2 espèces, les plus imposantes de tous les rhinocéros existants. Le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir.
Vivant en groupe et se nourrissant essentiellement d'herbes, le rhinocéros blanc à la lèvre supérieure plate, faite pour brouter, survit encore en nombre dans les savanes africaines. Le rhinocéros noir, lui, solitaire et dont la lèvre supérieure pointue sert à se nourrir essentiellement de petits arbustes, a beaucoup plus de mal à proliférer. Y aurait-il dès lors un lien avec son concurrent méga-herbivore à trompe longue? Tu vois le jeune mâle, là? Derrière, le petit. L'éléphant est un animal à la structure sociale très élaborée. Il vit dans une société matriarcale, constituée essentiellement de femelles et de jeunes éléphants, dont les mâles quitteront le troupeau à la puberté. Une vie en groupe qui permet d'assurer la protection des éléphantaux, véritable trésor du troupeau, tant la gestation pour ces géants représente un investissement lourd en temps et en énergie. Pour s'assurer de la pérennité des ressources disponibles pour les deux géants herbivores, Mariki étudie ainsi depuis plusieurs années l'évolution du régime alimentaire des deux poids lourds de la réserve. En effet, un quelconque changement dans leur régime pourrait avoir des conséquences désastreuses sur leur survie. Les informations que nous obtenons sur les animaux ne proviennent pas toujours d'eux. Nous utilisons des méthodes indirectes pour étudier leurs habitudes. Prélever des échantillons de matière fécale est une des méthodes les plus efficaces, car ces échantillons peuvent nous renseigner sur l'activité des herbivores dans leur environnement. Pour les éléphants, on essaie d'abord de localiser les différents troupeaux. Lorsqu'on tombe sur une horde, on prélève des échantillons pour qu'ils soient représentatifs du groupe. On cherche les échantillons les plus récents possibles. Ici, par exemple, on peut facilement remarquer que ces excréments sont très récents. Ils sont encore bien verts et humides. On va les ramener au laboratoire de l'université Nelson Mandela, où ils seront étudiés de près sur la paillasse. On va les sécher, puis analyser leur composition. Les éléphants ont une digestion monogastrique. Contrairement aux ruminants comme les vaches, ils ne disposent que d'une seule poche digestive. Les herbivores monogastriques, contrairement aux ruminants, ne sont pas dépendants de la qualité nutritive des aliments disponibles, mais plutôt de leur quantité. Comme ils ont un régime alimentaire de moins bonne qualité et une digestion moins sophistiquée, les éléphants ont besoin d'absorber et digérer un volume d'aliments bien plus important. Un transit complètement axé sur la quantité, étrangement faible en rendement nutritif, qui ajoute au poids que font peser les éléphants sur la végétation. Contrairement aux éléphants, les rhinocéros noirs ne vivent pas en groupe. L'endroit de leur défécation, ou latrine, devient dès lors un véritable réseau social, à ciel ouvert. Voilà, Mariki, c'est une latrine. Les rhinocéros noirs sont assez solitaires. Ils savent généralement qui est sur leur territoire, mais ne se déplacent pas en troupeau comme les éléphants ou les rhinocéros blancs. Donc ces latrines sont un moyen idéal pour la transmission d'informations, alerter les autres individus sur ce qui se passe dans la région. Un lieu central de la vie des rhinocéros noirs, qui donne à Graham et Mariki un véritable polaroïde de leur alimentation en temps réel, mais leur a aussi permis de constater une évolution surprenante. Cela contient plus d'herbes que ce qu'on trouve généralement dans des excréments de rhinocéros. Dans ces échantillons plus anciens,
on peut voir de petits morceaux de bois, caractéristiques du régime alimentaire des rhinocéros. Regarde ce petit morceau qui a traversé son système digestif. On voit bien que c'est coupé net là où il a mâché. Mais lorsqu'ils ingèrent beaucoup d'herbes, on obtient ceci. C'est plus herbeux que ce qu'on voit d'habitude. C'est bien frais. C'est exactement ce que l'on cherche pour analyser la matière fécale des rhinocéros noirs. Ce changement d'alimentation serait-il le signe d'une surpopulation d'éléphants qui épuiserait le garde-manger commun d'arbustes et de buissons des deux espèces? Ce que l'on peut remarquer, c'est que lorsque les éléphants se déplacent dans une zone, en large troupeau, les rhinocéros s'éloignent. On ne sait pas si c'est une forme d'exclusion compétitive, où les éléphants chassent les rhinocéros volontairement, ou si ce sont les rhinocéros qui évitent les éléphants. On a besoin de plus d'informations. Il faut que l'on fasse des recherches sur cette confrontation dans l'espace entre ces méga-herbivores. À Ado, le rhinocéros noir est devenu une rareté. Si la cohabitation entre les deux géants s'avérait néfaste pour le rhinocéros noir, cela serait une catastrophe pour ce grand solitaire, aujourd'hui au bord de l'extinction. Pourtant, il y a plus de 25 millions d'années, des cousins du rhinocéros, les balouchithères, dominaient une grande partie de l'Asie. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un rhinocéros ait pu dominer son écosystème alors qu'aujourd'hui, il subit de plein fouet la concurrence de l'éléphant? Pour répondre à cette question, nous nous rendons en Géorgie. C'est là, dans des couches de sédiments anciens, aujourd'hui exposés aux quatre vents, que le paléontologue Pierre-Olivier Antoine et son équipe ont identifié des restes du balouchithère, le plus grand des mammifères, après l'ère des dinosaures, à avoir foulé le sol de notre planète. Balouchithères, c'est des animaux qui dominaient complètement l'Asie pendant l'Oligocène. On est vraiment en plein cœur de la zone entre la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan à l'est, le Pakistan au sud, et puis les zones les plus occidentales comme la Turquie et même les Balkans avec la Roumanie et la Bulgarie. On voit bien que c'est des animaux qui étaient complètement, qui dominaient complètement l'Asie pendant l'Oligocène entre 34 et 23 millions d'années. On en trouve partout. Dans peu d'endroits, mais quand il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a personne d'aussi gros qu'eux. De toute façon, de l'histoire des mammifères, sur Terre, il n'y a aucun mammifère qui ait pu approcher cette taille-là en moyenne. Certains mammouths ont pu être à peu près aussi gros, peut-être aussi lourds, mais avoir une telle hauteur, une telle stature, c'est les seuls mammifères terrestres qui l'ont jamais eu. Pourquoi et comment ce cousin du rhinocéros est-il devenu si gros et si répandu? À l'époque, la Terre connaît une période de chaleur et d'humidité exceptionnelle. Pour les herbivores, la végétation disponible devient illimitée. Sans éléphant pour le concurrencer et lui enlever sa ressource, le balouchithère grandit jusqu'à atteindre 20 tonnes et culminer à 7 mètres, soit un immeuble de 3 étages. Cette évolution n'est pas sans raison pour cet herbivore géant. C'est avant tout une façon de se mettre hors de portée de tous ses prédateurs. Sa taille est une arme de dissuasion. Au Muséum de paléontologie de Moscou, Pierre-Olivier étudie l'un des seuls squelettes complets reconstitués au monde pour comprendre le mystère de cette croissance sans limite. Comment le gigantisme s'opère-t-il? Par quel mécanisme? Il y a un avantage à devenir géant. Cet avantage, il est acquis génération après génération, probablement par le biais de la sélection sexuelle. C'est-à-dire que le mâle le plus grand est choisi par la femelle. L'enfant qui en découle, il est un peu plus grand que la moyenne. Il a en moyenne plus de chances d'avoir une descendance. Et ainsi de suite, de génération en génération, on peut dire sur un millier ou quelques milliers d'années, une population qui était à l'origine de taille normale, je dirais, devient plus grande, beaucoup plus grande, significativement plus grande, à tel point que ça peut être une nouvelle espèce. Sur ce tibia, on voit une ligne
long de laquelle l'os va se générer au fur et à mesure. C'est là que vont s'accumuler les cartilages. Tant qu'il y a du cartilage, l'os grandit. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on voit ce bourrelet ici, qui explique que la croissance de ces os n'était pas terminée, alors même que c'est une adulte. C'est une femelle adulte avec ses dents de sagesse. Donc là, ça montre que la croissance des os, l'augmentation de taille était permanente, continue tout au long de la vie de l'individu. Ça, c'est ce qu'on voit chez les éléphants encore aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si les éléphants sont les plus gros des mammifères actuels sur Terre. C'est vraiment un animal qui défie les lois biomécaniques. L'éléphant, comme le balochithère, a gardé cette propension à grandir sans fin, lui permettant d'atteindre les tailles gigantesques qu'on lui connaît aujourd'hui et lui imposant des besoins alimentaires dépassant ceux de tous les autres herbivores. Mais dans le contexte limité des espaces de conservation, ces besoins mettent en péril la survie même de l'environnement. Dès lors, la nécessité de trouver une solution pour contrôler leur population devient une véritable question de survie pour ces animaux hors normes. Audrey Delsing est écologue, spécialiste des éléphants. Elle travaille pour Human Society, une société qui développe depuis quelques années une technique révolutionnaire pour contrôler les populations d'éléphants. Je suis ravie d'être de retour. J'ai hâte de voir mes amis gris. Aujourd'hui, elle rend visite à Étienne Torienne, directeur de la réserve de Dinokeng, près de Johannesburg. Elle doit intervenir sur un troupeau qu'elle connaît bien, puisqu'il s'agit des tout premiers éléphants à avoir bénéficié de cette nouvelle approche de gestion des populations. Étienne et Audrey commencent d'abord par localiser le troupeau grâce au collier GPS dont sont munis les matriarches. Un positionnement réactualisé toutes les 6 heures, mais qui leur donnera une idée. JJ Van Altena a rejoint Audrey. C'est lui le spécialiste sur le terrain de ces interventions d'un nouveau genre. Je suis une spécialiste des éléphants. En général, je travaille à bonne distance des animaux, mais quand nous intervenons sur le terrain, nous sommes obligés de nous approcher. Cela requiert des compétences que je n'ai pas. Donc, quand JJ et moi intervenons sur un éléphant, je dépends complètement de lui pour la marche à suivre. Ils sont encore trop loin. Pour mettre en œuvre sa méthode, Audrey doit utiliser un fusil hypodermique et donc s'approcher à quelques mètres seulement des herbivores géants. Pour ce faire, elle et JJ disposent d'un récepteur GPS. Mais dans la végétation beaucoup plus dense et opaque de cette réserve, trouver un éléphant est presque aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Arrête. Il y a des traces ici, une trace là, une autre là-bas. Donc ils ont traversé, on peut voir l'arrière du pied. Viens par là. Ils ont mangé ici. Voici une branche cassée. Encore un peu humide. Ils ont donc certainement traversé en se nourrissant. Autrefois, pour limiter les populations d'éléphants, on se tournait vers l'abattage et la relocalisation. Donc on tuait une partie des éléphants. Généralement, les femelles adultes étaient abattues et les jeunes éléphants étaient transférés ailleurs. Les conséquences de ces méthodes n'ont été découvertes que des années plus tard. On a constaté que les jeunes éléphants devenaient agressifs ou adoptaient des comportements anormaux. Comme chez l'homme, sans encadrement ou supervision des adultes, les jeunes éléphants deviennent en quelque sorte des délinquants juvéniles. Ce matin, Audrey et JJ doivent intervenir sur une jeune femelle nommée Bubbles. Malheureusement, celle-ci a dû s'écarter du troupeau et ne fait pas partie du groupe. La méthode de contrôle révolutionnaire qu'ils utilisent est en fait un contraceptif aux effets limités dans le temps. À défaut d'avoir trouvé la femelle Bubbles, Audrey et JJ décident de profiter quelques instants du spectacle offert par les éléphants. Mais alertés par la présence persistante des scientifiques, ces derniers finissent par venir s'enquérir de leurs visiteurs. Tout va bien, ma belle. Doucement, ma belle. Doucement.
J'ai déjà pris une douche hier soir. Eh, ne m'envoie pas de la poussière. Hey. Démarre le véhicule. Tout va bien, les filles. Recule un peu. Un instant. À Dinokeng, pas de rhinocéros noirs, mais des rhinocéros blancs. Habitués à brouter de l'herbe grâce à leurs lèvres en forme de tondeuse à gazon, ces derniers n'empiètent pas sur le garde-manger des éléphants et reposent sur une denrée beaucoup plus abondante et renouvelable. En Afrique, il en resterait 12 000 dans la nature contre un peu plus de 3 000 pour les rhinocéros noirs. Pierre-Olivier s'est rendu à Dinokeng. Il pense en effet que le balouchitaire, ce cousin lointain du rhinocéros, aurait développé une stratégie alimentaire similaire à un autre herbivore géant actuel, la girafe. J'ai hâte de voir ta tête quand tu verras ton premier éléphant. Comme le rhinocéros noir, celle-ci se serait spécialisée dans une strate de la végétation hors des limites de celle consommée par l'éléphant. Audrey, est-ce qu'il y a beaucoup de girafes dans la réserve? Je pense qu'il y en a environ 160. Un nombre important pour une réserve de cette taille. Et est-ce qu'elles font concurrence ou influent sur les éléphants? C'est sûr qu'elles mangent les mêmes variétés de plantes que les éléphants. D'ailleurs, elles préfèrent les branches les plus hautes. Mais je ne sais pas si cela a des répercussions négatives, car les girafes sont capables d'atteindre des feuilles bien plus hautes que les éléphants. C'est fascinant d'observer la façon dont les girafes se nourrissent. Ce sont des animaux vraiment grands. Leur cou leur permet d'atteindre les feuilles à une hauteur impressionnante. Mais ce n'est pas tout. En plus de pouvoir atteindre ces branches très hautes, elles disposent d'une langue remarquable de près de 30 cm de long. Elle leur permet d'attraper habilement les plus belles feuilles d'arbres, comme les acacias par exemple. Ainsi, contrairement aux rhinocéros blancs, qui mangent en dessous de la zone de prélèvement des éléphants, les girafes, grâce à leur long cou et à leur langue agile comme une main, se nourrissent essentiellement au-dessus de l'étage maximal utilisé par ces derniers. Un prélèvement à la marge qui permet à ces méga-herbivores de ne pas marcher sur les plates-bandes du roi à longue trompe. Autre différence avec les rhinocéros, les girafes bénéficient d'une digestion de ruminants, passant par plusieurs poches gastriques, bien plus efficaces et fournissant plus d'énergie que la digestion monogastrique et superficielle des rhinocéros et des éléphants. De mon point de vue de paléontologue, je suis très intéressé par les girafes et par observer comment elles se nourrissent. Parce que les rhinocéros géants que j'étudie sont comme des rhinocéros actuels, mais avec un cou allongé comme celui des girafes. Et donc ils ont les mêmes mœurs alimentaires qu'un rhinocéros, mais avec la stratégie d'une girafe. Ainsi, si le balouchitaire bénéficiait d'un long cou, comme la girafe, lui permettant d'atteindre le feuillage préservé de la cime des arbres, il aurait conservé, à l'inverse de celle-ci, et comme ses cousins rhinocéros actuels ou l'éléphant, une digestion à poche unique ou monogastrique, très peu efficace en termes de rendement nutritif.
Cette nutrition, axée sur la quantité, alliée à une population trop importante, serait-elle le talon d'Achille des méga-herbivores et aurait-elle causé la perte du baluchithère? Audrey et JJ ont retrouvé le troupeau des éléphants. Cette fois, la femelle Bubbles, à qui ils doivent administrer le contraceptif, est bien là. Elle a 5 ans, c'est ça? La petite Bubbles, avec ses grosses pattes. Elle semble presque reconnaître Audrey, ou sentir la raison de sa venue. C'est une coquine, une chippie. La proximité d'une route de desserte et d'une zone résidentielle rend la situation trop tendue pour les animaux. Audrey et JJ préfèrent remettre l'intervention. Pour vacciner les animaux au sol, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres. Nous sommes dans l'environnement immédiat des animaux et ils sont extrêmement sensibles aux odeurs et aux bruits. Il faut donc faire très attention quand on s'approche d'eux. Allez, Bubbles. Allez, Bubbles. Bubbles. Une chose aussi simple que le changement de direction du vent peut alerter l'animal de ta présence. Cela constitue un niveau supplémentaire de danger. Hé, Bubbles. Allez. Ça suffit là, bouge. Allez, Bubbles. Fais pas ça. Arrête. Arrête. C'est Tinkerbell. Ce matin, Audrey a été appelée en urgence pour un problème qui n'a pas directement trait à sa mission de contraception, mais est pourtant en lien direct avec son travail. Une effraction sur une propriété privée d'un genre particulier. Audrey est inquiète. Même si l'expulsion des 2 pachydermes doit se faire pacifiquement, elle sait que lors des face-à-face homme-éléphant, le risque qu'un éléphant soit abattu parce qu'il devient agressif est réel. Une tension avec l'homme profondément contraire aux instincts des éléphants. Dans une zone ouverte, les animaux peuvent se déplacer librement. Ils peuvent migrer vers de nouvelles terres pour satisfaire leurs besoins alimentaires ou pour échapper à une sécheresse ou à un incendie. Les 2 fautifs du jour sont 2 mâles qui n'ont pas voulu voir leur élan de liberté être entravé par de simples barrières. Voilà ce qui se passe en général dans une horde d'éléphants. Vous avez un jeune mâle né au sein du troupeau qui va y rester jusqu'à ses 10 ou 12 ans. Puis vient le moment où il est exclu par les autres membres. C'est une stratégie évolutive qui vise à empêcher les mâles de s'accoupler avec des femelles trop proches d'eux du point de vue génétique et pousse les mâles à s'éloigner de leur troupeau. Audrey a retrouvé la trace des éléphants. Ils n'ont pas utilisé la porte d'entrée comme l'espérait le propriétaire foncier et lui ont fait la fleur de lui écraser une 2e barrière en sortant. Du coup, c'est un véritable défi d'aller à l'encontre de cet instinct qui pousse les éléphants à trouver de nouveaux espaces dès lors qu'ils quittent leur troupeau. On peut clairement voir comment les éléphants ont aplati la clôture. On voit l'empreinte du grillage au sol. Et là, la preuve qu'ils ont traversé. Et si on regarde ces 2 traces, on voit qu'elles ont à peu près la même taille. Il s'agit probablement des 2 mâles les plus gros de la réserve.
Audrey est soulagée, car le pire a été évité. Mais elle veut retrouver les 2 mâles avant qu'ils ne s'invitent chez d'autres propriétaires du coin. Ces intrusions d'éléphants sur des propriétés privées sont très fréquentes sur le genre de réserve auquel appartient Dinokeng. En effet, cette réserve d'un genre nouveau n'est pas un espace exclusivement réservé aux animaux comme Ado, mais un conglomérat de plusieurs petites réserves qui mutualisent leurs espaces pour donner plus de place aux animaux. Les propriétés privées et petits hameaux locaux se retrouvent pris dans l'espace dévolu aux espèces protégées. Les réserves constituent la meilleure option pour garantir la sauvegarde des animaux face à l'expansion de la population humaine. Il faut qu'on essaie de regrouper les petites parcelles pour créer des territoires plus grands et plus viables pour ces animaux. Lorsque nous sommes confrontés à une situation où les éléphants sont regroupés dans un espace clos et qu'il y a les mêmes ressources d'un côté de la barrière que de l'autre, ça devient compliqué. Car les éléphants vont vouloir coloniser un nouveau territoire en s'éloignant de leur troupeau d'origine. Et dans ce cas, ça devient un vrai défi de vouloir les contenir à l'intérieur d'une zone confinée. Audrey a enfin retrouvé les 2 mâles. Ces derniers se cantonnent désormais à un coin reculé de la réserve et semblent s'être lassés de leur petit jeu avec les barrières de résidence privée. Les éléphants sont des créatures très intelligentes. Ils ont un cerveau capable de raisonner et de résoudre les problèmes. Ils utilisent des outils. Donc, sans être anthropomorphiques, on peut les mettre dans la même catégorie que les chimpanzés, les hommes ou les dauphins, du fait de ces facultés. Et c'est justement le souci. Une fois qu'un éléphant a compris comment casser une clôture ou déterrer de l'eau, ou toute autre tâche particulière, il ne va plus jamais l'oublier. Au contraire, il va la maîtriser et c'est de là que vient le problème. Au-delà de cette formidable trompe, c'est donc aussi cette capacité à migrer sur de très grandes distances qui serait au cœur du fonctionnement des géants et de leur subsistance. Une nécessité qui aurait aussi permis aux géants, ancêtres de l'éléphant, de se répandre sur la Terre entière et survivre à d'énormes variations climatiques. Le mammouth méridional, c'est le premier rejeton des mammouths à être sorti d'Afrique, puisque les mammouths, comme les éléphants, sont tous issus d'Afrique. Régis De Bruyne est paléogénéticien. Il travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris et est spécialiste du mammouth. Quand il est sorti d'Afrique, eh bien, il s'est répandu surtout sur la façade européenne et méditerranéenne. En fait, il a couvert cet environnement de forêt tempérée qui existait en Europe de l'Ouest il y a 2 à 3 millions d'années de façon continue. C'est un mammouth qui était de très grande taille, il pouvait atteindre plus de 4 mètres. C'est-à-dire qu'il était plus grand que les éléphants modernes, qui culminent en général à 3,50 mètres à peu près. Le mammouth méridional, grâce à sa corpulence et à sa trompe, il pouvait atteindre des branchages jusqu'à quasiment 7-8 mètres de hauteur dans la forêt. Ça lui permettait de se nourrir très très haut, plus haut qu'une girafe moderne d'une certaine façon. Donc une dent, c'est ça. Ça fait toute cette surface-là. Il y a la surface des dents, il y a des lames, des mailles. Ces dents vont frotter les 2 mâchoires l'une sur l'autre. Ça va déterminer ce qu'on appelle ces facettes d'usure ici, à la surface, qui vont nous permettre de reconnaître très spécifiquement l'animal. Le mammouth méridional a priori disparu en même temps que son environnement favori s'est réduit en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'au cours des 2 derniers millions d'années, il y a eu un refroidissement et une aridification en Europe qui a conduit à la disparition progressive des forêts pour laisser la place à de grandes steppes froides. Eh bien, ce mammouth, il n'était pas du tout adapté à la survie dans ce milieu de steppe froide et il a été remplacé par un de ses cousins qui, lui, est venu de Sibérie et qui était beaucoup plus efficace pour se nourrir dans la steppe à partir de ce qui y poussait, à savoir de l'herbe. Et donc, on est passé d'un mammouth qui se nourrissait dans les arbres à un mammouth qui est devenu brouteur.
Comme il y a 10 millions d'années, le cousin éloigné des mammouths a gardé cette aptitude à brouter l'herbe des plaines. Un savoir-faire nécessitant une minutie que seule sa trompe lui permet, et qui serait acquis, puis transmis de génération en génération, tout comme l'arrachage de barrières. C'est un comportement très intéressant. Tu vois comment ils essaient d'arracher l'herbe avec leurs pieds? Oui, et comment ils s'y prennent? Oui. Après plusieurs mois de prélèvements, Graham et Mariki peuvent enfin compiler les résultats d'analyse des différents prélèvements d'excréments de rhinocéros noirs pour savoir si le régime de celui-ci a radicalement changé. Les premiers résultats qu'on a obtenus prouvent que le rhinocéros noir, tout du moins là où il coexiste avec l'éléphant, consomme une plus grande proportion d'herbe. Pour certains individus, ça va jusqu'à représenter les 2/3 de leur alimentation. Les résultats sont sans appel. Les rhinocéros noirs sont bien en passe de radicalement modifier leur alimentation. Un changement de régime qui est en désaccord total avec leur anatomie et leurs lèvres pointues, qui leur sert à se nourrir de buissons. Vous imaginez l'énergie déployée par un rhino pour trouver suffisamment de nutriments dans seulement 2 cm d'herbe. Ce que nous prédisions se réalise. Les rhinos noirs passent de plus en plus de temps à se nourrir, car ils concentrent leur attention sur un aliment qui ne leur est pas adapté. Ainsi, comme de par le passé, dans un contexte de ressources limitées, ce mastodonte à longue trompe serait peut-être en train de faire basculer l'écosystème d'Ado. Son appétit ne laisserait pas de place à son concurrent et autre méga-herbivore, le rhinocéros, et impacterait de façon irréversible les ressources dont lui-même aurait besoin pour survivre. Mais alors, avec un tel poids sur l'écosystème, comment ce géant aurait-il pu traverser les âges sans détruire son environnement totalement ? C'est toujours intéressant de fouiller dans leur déjection pour voir de quoi elles se nourrissent. Cette bouse est assez granuleuse. Ici, il y a une feuille. Et là, regarde, c'est ce que je voulais te montrer. Ceci, en effet, est une graine. Et là encore, un petit morceau de fruit autour. Mais on voit qu'elle est sortie de son système digestif quasiment intacte. Et elle est entourée d'un magnifique petit cocon fertilisant qui va lui permettre de germer. Ainsi, l'éléphant joue un rôle de véritable pépinière ambulante. Il se déplace et dépose des graines de toutes les espèces avec ses déjections. Des graines qui vont germer dans sa bouse en de multiples endroits de la brousse. Voici donc la réponse au mystère de la survie de ces véritables gargantua du royaume des herbivores. Un formidable rôle de propagateur d'espèces et de clé de voûte de tout l'écosystème dont ils consomment parallèlement tant de ressources. Les éléphants, comme les rhinocéros et tous les autres herbivores géants, de par leur digestion superficielle et les formidables distances qu'ils parcourent, créent véritablement l'environnement dans lequel ils existent et participent à un véritable cercle vertueux. Sans eux, ces environnements uniques au monde et particulièrement riches n'existeraient tout bonnement pas. Mais alors, comment les anciens géants ont-ils rompu cet équilibre? Et quelles raisons ont précipité leur déclin, ne nous laissant qu'une poignée de leurs derniers ambassadeurs aujourd'hui? Il faut imaginer une mer au milieu de l'Asie qui sépare l'Asie du Nord de l'Asie du Sud. Cette mer, elle a empêché très longtemps la dispersion des animaux depuis l'Asie vers l'Europe. Et notamment, elle a empêché les baluchithères d'arriver jusqu'en Europe. Et pendant l'Oligocène, cette mer se fractionne. Elle va donner la configuration qu'on connaît aujourd'hui, mer d'Aral, mer Caspienne, mer d'Azov. Ce fractionnement permet le passage de ces animaux. Les baluchithères se lancent donc dans un exode de plusieurs milliers de kilomètres à la recherche de nouvelles zones pour s'alimenter. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette migration va sans doute entraîner leur déclin. Le problème, c'est qu'en même temps, on a une phase tectonique, donc on a un soulèvement des montagnes. Ce soulèvement des montagnes va finalement construire comme les murs d'une prison. Donc ça a à la fois permis la dispersion des baluchithères, mais ça les a rendus dépendants de leur environnement local.
Pris au piège dans leur enclos naturel, les rhinocéros anciens, dépendant des ressources importantes de leur environnement, vont contribuer à la détérioration de leur écosystème et s'éteindre. Plusieurs millions d'années plus tard, les mammouths, plus malléables dans leur façon de manger, vont connaître une problématique similaire, compliquée par l'arrivée d'un nouveau prédateur. Alors depuis plus d'un siècle, il y a des discussions entre scientifiques sur la cause de l'extinction des mammouths. Est-ce que l'homme a pu jouer un rôle déterminant ou pas dans cette extinction? Les avis divergent. Certains pensent qu'effectivement l'homme a précipité la fin du mammouth. On connaît de façon très claire des interactions importantes entre les hommes et les mammouths, notamment par des sites archéologiques qui démontrent bien que l'homme a pu chasser le mammouth. Alors est-ce que c'était une chasse pour se nourrir? Ça, on peut en douter. Dans tous les cas, on peut envisager que les paramètres climatiques auraient été suffisants pour causer son extinction, tout bêtement parce que le milieu dans lequel le mammouth vivait il y a quelques dizaines de milliers d'années, qui était constitué essentiellement de hautes herbes qui permettaient au mammouth d'avoir un fourrage très important, n'existe plus aujourd'hui. Dans la toundra, il n'y a pas du tout d'herbes, ce sont des petites mousses, des très petits herbacées qui ne permettraient pas à un mammouth de s'alimenter suffisamment au quotidien. Je peux tout à fait imaginer qu'aux périodes où la steppe s'est réduite de façon la plus importante, à la fin de la dernière période glaciaire, qu'il y a dû avoir une compétition intense pour les ressources alimentaires entre les rhinocéros et les mammouths, par exemple. Comme les rhinocéros n'ont jamais été très dominants dans la steppe froide, on peut envisager que peut-être que les mammouths ont précipité la fin des rhinocéros laineux, c'est tout à fait possible. Ainsi, les derniers herbivores géants se retrouvent, par le hasard des contraintes liées à leur préservation, dans une problématique faisant écho au passé. Espace limitant forcément les ressources et pérégrination de cet animal migrateur. Cohabitation avec l'homme difficile. Concurrence accrue avec les autres herbivores géants. Une situation à laquelle la contraception offre une ébauche de solution et peut-être la seule chance de survie de ces espèces. Audrey et JJ ont enfin trouvé Bubbles. La zone est dégagée et leur troupeau a l'air détendu. Les conditions sont propices à une intervention. Il n'y a plus de terre libre autour des réserves comme autrefois. Des villages se sont installés à la lisière même des réserves. Aussi, le défi actuel est d'atténuer les conflits entre l'homme et les animaux sauvages en faisant appel à toutes les stratégies possibles, comme la contraception. Il faut que je sois sûr de viser au bon endroit. Sinon, la fléchette ne va pas pénétrer suffisamment profond. La flèche doit atteindre le muscle pour que le vaccin opère. Je vais attendre qu'elle se retourne pour la viser. C'est bon, nickel. Bubbles a enfin pu être traitée. Grâce à la contraception, elle ne pourra enfanter d'éléphanteaux pendant 1 an. Un traitement qui redonne un souffle d'espoir à la conservation de ces derniers géants et à leur préservation. Ce qui est surprenant, c'est que le mammouth, comme les éléphants au sens large, ce sont des animaux qu'on connaît finalement très mal. Malgré leur très grande taille et le fait qu'on les voit représentés dans tous les livres d'animaux du monde, en fait, on sait assez peu de choses sur des spécificités de leur biologie, de leur écologie, etc. Donc c'est assez surprenant de voir tout l'inconnu qui demeure sur des animaux aussi impressionnants. En laissant disparaître ces géants, l'humanité perdrait un pan entier de sa biodiversité. Ces animaux nous inspirent et nous font mieux comprendre comment les écosystèmes opèrent. Ce sont nos compagnons de route sur cette planète, des compagnons auxquels nous sommes très attachés. Aussi, je pense que nous devrions tout faire pour les protéger. C'est quelque chose qu'aucun livre ou film ne peut retranscrire. Les éléphants sont vraiment particuliers. Leur conscience, leur sociabilité, il faut la vivre pour la comprendre. Je pense que rien ne vaut un moment vécu en présence des éléphants. Sentir leurs infrasons se réverbérer à travers vous, c'est vraiment une expérience fantastique. Je connais ces éléphants depuis 17 ans.
Je suis persuadée qu'ils savent qui je suis. Moi, je sais qui ils sont. Ces éléphants n'ont aucune idée du rôle clé qu'ils ont joué pour la pérennité des futures générations d'éléphants et pour toute l'espèce elle-même. Les géants herbivores forment un ensemble à part dans le monde animal. Propagateurs géants de graines, paysagistes, façonneurs d'environnement, ils charpentent les écosystèmes et sont souvent les véritables bâtisseurs de la nature dans laquelle nous vivons. Mais leur vie à grande échelle est aussi ce qui, avec la réduction des espaces, met leur survie en péril. Les nouvelles réserves agglomérées ainsi que la contraception offrent une lueur d'espoir, mais se heurtent à la réduction du nombre de certains d'entre eux, comme le rhinocéros. En effet, en deçà d'une certaine population, le cap de non-retour sera atteint, faute d'une diversité génétique suffisante. Une course contre la montre est engagée pour sauver ces derniers géants. Nous avons eu la chance de naître avec eux. Ne tient qu'à nous de permettre à nos enfants et petits-enfants de connaître ces animaux qui ont tant alimenté nos légendes et nos histoires, celles des derniers géants à fouler notre planète.